Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va essayer d'éclaircir quelques notions très importantes concernant tout ce qui tourne autour de ce qu'on peut entendre sur les notions de rigidité et de souplesse d'un cadre de vélo, et particulièrement d'un vélo de route. Ces considérations pourront aussi bien sûr s'appliquer à d'autres types de pratiques cyclistes. Ce n'est pas exclusif, mais ici nous allons faire une démonstration sur un de nos vélos qu'on construit ici chez Boulal Aérocycle. Bien sûr, ces considérations ne sont pas vraiment dépendantes de la construction du cadre, mais pourront s'appliquer aussi à n'importe quel type de cadre, y compris bien sûr les cadres tubulaires standards, que ce soit en métal soudé ou que ce soit en fibre de carbone. Voilà. On entend parler de beaucoup de choses dans le monde du vélo, dans le monde du cyclisme, quand il s'agit de parler des caractéristiques mécaniques de sensations sur un cadre. On va essayer de mettre des notions rigoureuses derrière tout ça. Alors, typiquement, on entend des mots comme, alors bien sûr, rigidité, ça c'est assez général, mais aussi confort. Alors, vous avez des mots plus spécifiques, on entend parler de nervosité, de rendement, on entend aussi parler de souplesse, on entend parler de réactivité pour un cadre. Alors, quelle notion physique rigoureuse se cache derrière tout ça? Alors, si vous voulez, en fait, on peut résumer ça, et ça va vous donner des outils pour pouvoir comparer les cadres que vous aurez sous la main. On peut résumer ça en deux grandes catégories de rigidité. Alors, quand je dis des catégories de rigidité, ça veut dire vous avez deux plans sur lesquels on va mesurer la rigidité d'un vélo, qui va être plutôt souple ou plutôt rigide dans chacune de ces catégories. Ces deux catégories sont la rigidité verticale et la rigidité latérale en torsion. Ce sont les deux éléments importants. Alors la rigidité verticale, elle concerne quoi? Elle concerne la façon dont le vélo se déforme quand on appuie, vous voyez, sur la selle avec bien sûr son propre poids de cycliste. Alors cette rigidité verticale, elle est plus ou moins souhaitable en fonction de la pratique, et c'est elle qui va déterminer essentiellement le confort de roulage. Donc quand vous entendez dire qu'un vélo est confortable, ça veut essentiellement dire qu'il se déforme un peu plus facilement à l'appui du poids du cycliste verticalement. C'est ça que ça veut dire. Alors vous avez deux façons de rendre un vélo confortable. Vous allez voir bien sûr qu'il y a des inconvénients à le rendre confortable, bien sûr, tout est toujours une question de compromis. La première façon, c'est la tige de selle, et plus précisément ce qui se passe au niveau de la jonction entre la tige de selle et le reste du cadre. Plus cette partie-là, la jonction entre la tige de selle et le cadre, bien sûr comme je disais tout à l'heure, c'est aussi valable pour un cadre tubulaire classique, plus cette jonction est épaisse, notamment dans le sens d'avancement du vélo, donc dans ce sens-là, voilà, dans ce sens-là c'est moins important, mais dans ce sens-là, plus cette section est épaisse, donc plus vous avez une tige de selle qui est grosse à cet endroit-là, plus votre tige de selle va être rigide, et donc en fait moins le vélo va être confortable. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément chercher à la rendre la plus petite et donc la plus souple possible, parce que sinon évidemment si on la rend trop souple vous allez avoir des problèmes de solidité, mais aussi ça peut être perçu comme désagréable par certains rouleurs, bien entendu. Il faut un certain compromis, voilà, c'est la première chose qui entre en jeu, c'est à quel point la tige de selle se déforme. Alors sur ce vélo là en particulier, celui-là il était monté avec un support de tige de selle en nylon qui lui permet une certaine souplesse à l'appui, mais bien sûr chaque constructeur décide de la façon dont il a monté sa tige de selle et peut obtenir ainsi à l'envie, si vous voulez, des tiges de selle plus ou moins souples. Voilà, donc ça c'est la première façon d'agir sur la rigidité verticale. La deuxième façon est un peu moins évidente, en fait elle provient de la fourche et aussi de l'avant du vélo. Alors en fait quand vous appuyez sur un vélo avec votre poids, comme la fourche n'est jamais bien sûr verticale mais qu'elle est toujours penchée à un certain angle qui dépend des cadres, en fait en réalité ça appuie sur la fourche comme ceci, et donc ça a tendance à la faire se déformer comme cela. Vous voyez, ça pousse la roue avant vers l'avant. Ça se sent encore plus quand on est en danseuse, même si ça se sent déjà un tout petit peu quand on est assis sur la selle. Et en fait, cette capacité d'une fourche et d'un avant de cadre à se déformer en augmentant légèrement l'angle de la fourche, en basculant la roue avant vers l'avant, ça peut être de quelques dixièmes de millimètres, c'est pas grand chose, mais ça suffit pour que ça donne une certaine souplesse à l'avant du cadre, et c'est ça qui détermine la rigidité verticale à l'appui du poids du cycliste dans sa deuxième partie. En fait, si vous voulez, c'est déterminé par deux éléments importants. Quelle est l'épaisseur dans le sens d'avancement du vélo de la fourche, au niveau de son point le plus proche du cadre. C'est ça qui va déterminer, quel que soit le type de matériau, mais surtout ça s'applique avec de l'aluminium, avec de l'acier, avec de la fibre de carbone. Peu importe le matériau, ces points de comparaison sont toujours valables. Plus vous avez une fourche qui est épaisse dans ce sens-là,
plus vous allez avoir une fourche rigide qui se déformera moins, qui acceptera moins que la roue avant se décale très légèrement vers l'avant, et plus vous aurez un vélo qui est rigide à l'appui verticalement. Voilà. Et c'est aussi déterminé par un deuxième paramètre qui est la capacité des deux tubes du haut et oblique à se déformer. Parce que quand vous appuyez depuis le haut avec le poids du cycliste, vous poussez la fourche dans ce sens-là, et donc vous avez tendance à tordre légèrement le pivot de fourche, et ça va avoir tendance à tordre le tube du haut, comme ceci, vous voyez, ça le tord comme cela, et le tube du bas, le tube oblique, ça le tord aussi comme cela. Vous voyez, alors tout ça évidemment ce sont des mouvements microscopiques, hein, quasiment imperceptibles, mais ça a un effet sur la sensation dans ce qui se passe au niveau du cadre, un effet sur la sensation obtenue. Alors c'est pour ça que nous, chez Boulogne, on a plutôt opté pour des cadres qui sont plus fins dans ce sens-là, vous voyez, en termes de hauteur, ici, pour permettre une certaine souplesse qui va donner du confort au vélo. Vous voyez. Alors si vous voyez un vélo avec un tube oblique ou un tube du haut qui sont très épais dans ce sens-là, je ne parle pas de la largeur mais plutôt de l'épaisseur comme ça, voilà, vous allez avoir nécessairement, quel que soit le matériau, un vélo qui sera plus rigide de l'avant et qui sera donc moins confortable. Voilà, ce qui n'est pas forcément un défaut, mais en tout cas c'est une caractéristique à prendre en compte. Voilà, notre fourche est aussi relativement fine à cet endroit-là. On est sur du 30 mm. Il y a beaucoup de vélos qui aujourd'hui sont plutôt sur du 40 voire 50 mm. Ça dépend des pratiques des constructeurs. Nous, on est plutôt sur un vélo qui est confortable. Voilà. Et d'ailleurs, en réalité, pour la petite parenthèse, c'est quelque chose de très important, très intéressant à noter. C'est ça qui va faire beaucoup sur ce qu'on attribue comme caractéristique de souplesse à l'acier par rapport aux matériaux plus en vogue comme l'aluminium ou la fibre de carbone. On dit toujours oui, l'acier est plus souple. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas tellement que l'acier est plus souple. Si vous regardez les vélos les plus vieux en acier, ils ont des fourches qui sont moins épaisses dans ce sens-là. Voilà, avec notre 30 mm, ici on est plus proche de ce qui se fait traditionnellement, de ce qui se faisait dans les années 80-90 en termes de fourches en acier, qui se fait d'ailleurs toujours aujourd'hui hein, sur les constructeurs qui font des fourches en acier. Ces fourches-là, elles sont moins larges, elles sont plus étroites dans le sens d'avancement du vélo, parce que quand vous faites de l'acier, vous avez une limite sur l'épaisseur du tube. Pour des raisons de construction hein, d'un tube en acier, vous ne pouvez pas faire trop fin, sinon le procédé de construction ne fonctionne plus. Et comme vous ne pouvez pas faire trop fin en termes d'épaisseur du tube, par rapport à de l'aluminium ou de la fibre de carbone, mais vous êtes obligé de faire un tube moins large. Vous voyez. Et donc, si vous voulez, l'acier n'est pas plus souple, mais les procédés de construction qui entourent le matériau d'acier font que nécessairement on est obligé de faire des fourches moins larges et donc ils vont se retrouver plus souples à la fin. Voilà, donc quand on dit que l'acier est plus souple, disons que c'est plutôt que les procédés de construction associés à l'acier et inhérents à sa fabrication et son utilisation rendent les vélos plus souples par leurs caractéristiques géométriques, si vous voulez. Pareil pour les tubes en acier qui sont traditionnellement moins épais, et donc ça donne des vélos plus souples, mais parce que les tubes sont moins épais, pas parce que c'est de l'acier. Voilà. Bref, voilà pour la rigidité verticale, pour avoir quelques éléments de comparaison. Alors cette rigidité verticale, vous pouvez aussi la sentir au freinage. Alors il faut bien savoir que la rigidité verticale est fortement corrélée avec la rigidité au freinage. Alors pour la tester sur un vélo, c'est très simple. Vous allez pousser sur la selle vers l'avant, tout en maintenant le frein avant bien bloqué. Alors ça marche que ce soit un frein à disque ou un frein à patin comme ici, peu importe. Donc vous poussez vers l'avant et vous regardez, vous le sentez, parce que ça se voit pas vraiment, mais vous sentez de combien le vélo se déforme quand vous maintenez serré uniquement le frein avant en poussant depuis l'arrière. Plus le vélo va se déformer, plus ça veut dire que vous avez une fourche et une partie avant du cadre qui est souple, et donc plus vous allez avoir un vélo qui est souple sur l'avant, avec tout ce que ça implique. Voilà, si vous cherchez du confort, c'est bien. Si vous cherchez de la rigidité à l'avant, eh ben, c'est moins bien. Voilà. Voilà pour cette rigidité verticale. Alors ça détermine essentiellement ces notions de confort. Alors le deuxième type de rigidité dont il faut parler, c'est la rigidité latérale en torsion. Alors cette rigidité latérale en torsion, c'est ça qui va déterminer ce qu'on appelle traditionnellement, informellement, par des notions comme la réactivité, la nervosité, etc. Alors, que dire là-dessus? En fait, il faut partir d'une considération très simple, qui est la suivante. Quand vous appuyez sur votre pédale, vers le bas, donc là je pointe la caméra vers le bas pour que vous puissiez voir. Quand vous appuyez vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous appuyez verticalement, mais vous n'appuyez pas dans l'axe, dans le plan médian du cadre.
voyez. Et donc, comme vous n'appuyez pas dans le plan médian du cadre, vous allez en fait tout simplement provoquer ce qu'on appelle mécaniquement un couple de torsion. Vous tordez le cadre comme ça, puisque vous appuyez de manière décalée par rapport au plan médian. Donc vous tordez le cadre comme ça. Donc, cette torsion elle va répercuter sur tout le cadre. Et en réalité, quand vous voulez un vélo nerveux, quand vous voulez un vélo réactif, ce que vous voulez, c'est que le cadre soit rigide en torsion latérale, provenant de l'appui de la pédale décalée par rapport au centre. Alors comment on fait pour rendre un cadre rigide en torsion, pour avoir un vélo nerveux, réactif? Eh bien, essentiellement, on augmente sa largeur au niveau de l'axe du pivot de fourche, ici. Voilà, c'est l'axe le plus important. C'est moins important au niveau du pédalier, c'est moins important au niveau de la tige de selle, c'est important essentiellement ici, sur la liaison entre le tube oblique du bas et le pivot de fourche. Voilà. Alors, tout simplement parce qu'en fait, quand vous voulez tordre le cadre comme ceci, oui, si vous voulez tordre cette partie-là par rapport à l'axe de roue avant qui lui reste fixe forcément, puisque vous tenez le guidon, eh bien, quand vous tordez le cadre de cette manière-là, eh bien, vous allez exercer une force de torsion ici, comme ça. Vous voyez, si vous appuyez là comme ça va avoir tendance à tordre le cadre comme ça, d'accord, et ça va donc tirer sur cette partie-là ici. Et c'est bien sûr le point le plus proche de la liaison fixe qui subit le plus de contraintes. Hein, bien sûr, quand vous appuyez sur un levier, il casse jamais au niveau de votre main, mais au niveau du point d'appui. D'accord. Voilà, c'est pareil. Vous appuyez ici. À quel endroit les contraintes sont les plus importantes? C'est ici. Et donc, plus vous avez un tube large, plus cela répartit les contraintes sur une grande largeur. Et donc, plus vous avez quelque chose de rigide. Et encore une fois, indépendamment du matériau, acier, aluminium, fibre de carbone, titane d'ailleurs aussi, c'est exactement la même chose. Plus vous avez un vélo qui est large ici, plus vous allez avoir de la rigidité latérale en torsion. Et donc plus vous allez avoir un vélo qui va être nerveux, réactif. Alors une deuxième composante de cette rigidité latérale, elle est un petit peu plus subtile. Elle se situe au niveau de la jonction entre le pédalier et les tubes de chaîne. Voilà, du côté bas. Plus vous allez avoir de l'épaisseur à cet endroit-là, entre le pédalier et le pneu, plus vous allez avoir une fourche arrière, si vous voulez, on appelle quand même ça la fourche, même si c'est pas rotatif. Plus vous allez avoir une fourche arrière qui va être rigide en torsion, comme ceci. Vous voyez, quand vous pédalez, la chaîne tire beaucoup. Il faut savoir qu'une chaîne de vélo, ça peut tirer jusqu'à 300, parfois 400 kg en fonction des plateaux que vous avez à l'avant. Donc plus vous allez tirer fort, plus vous allez tordre cette fourche arrière comme ceci. Et ça, cette résistance à cette torsion-là, elle est essentiellement déterminée par l'épaisseur de matériaux que vous avez là. Alors, cette épaisseur de matériaux, elle va déterminer la rigidité, non pas au pédalage simple, parce qu'au pédalage simple, vous appuyez verticalement, de manière désaxée, donc vous ne faites qu'un moment de torsion sur la jonction entre la partie de la selle et la partie avant du vélo, mais elle va se sentir, cette épaisseur-là, lorsque vous allez pédaler en danseuse. Alors pourquoi en danseuse est-ce différent du pédalage normal? Eh bien essentiellement par l'inclinaison du vélo. Alors si on reprend notre exemple de tout à l'heure, au lieu d'appuyer droit quand je suis sur ma selle, quand je suis en danseuse, eh bien je pédale de manière toujours un petit peu inclinée, bien sûr. Le corps reste plus ou moins droit, le vélo s'incline, bien sûr en changeant de chaque côté. Donc quand vous êtes en danseuse, vous allez avoir votre force verticale, qui est désaxée toujours, mais vous avez aussi une composante de cette force qui va venir vers l'intérieur du vélo, toujours, puisque comme le vélo est penché, si vous appuyez comme ceci, eh bien vous avez une composante de cette force qui pousse comme cela. Cette composante qui pousse comme cela, ça exerce une force latérale horizontale sur votre pédalier, et c'est ça qui va essayer de déformer cette fourche arrière. Et donc plus vous avez de matériaux ici, plus vous allez avoir un vélo qui est réactif en danseuse. Et donc, tout ça pour dire que si vous souhaitez un vélo qui est très réactif, très nerveux, mais que vous ne faites pas beaucoup de danseuses, il faut plutôt s'intéresser à cette partie-là. Si vous voulez un vélo qui est réactif aussi en danseuse, il faut beaucoup s'intéresser à la largeur de cette partie-là. Là, vous allez pouvoir vous rendre compte que souvent on peut assez bien prédire ce qui va se passer en termes de comportement d'un vélo sur la route, uniquement en regardant ces épaisseurs-là, tout ça étant complètement indépendant du matériau. Alors non pas que des matériaux ne soient pas plus rigides que d'autres, mais à matériaux constants, si vous voulez, pour deux vélos en aluminium identiques, plus l'un sera large à cet endroit-là, plus il sera nerveux au pédalage standard, plus l'un sera large à cet endroit-là pour deux mêmes vélos en carbone, plus votre vélo sera rigide en danseuse, et donc plus il aura de rendement en danseuse. Voilà pour cette petite explication qui j'espère n'a pas été trop longue sur comment fonctionne mécaniquement un cadre et pourquoi
certains constructeurs font tel choix de géométrie de vélo et pas d'autres, et comment vous y retrouvez-vous pour comprendre quelles sont les caractéristiques mécaniques d'un cadre en l'ayant sous vos yeux, voilà, que ce soit en le testant, en appuyant dessus ou uniquement en regardant les épaisseurs aux endroits stratégiques du vélo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.